On sait que les arrêts cardio-respiratoires ont des faibles taux de survie sans atteinte neuro. On sait également que la plupart des causes de décès sur les patients qui ont fait des arrêts cardio-respiratoires, c'est le retrait thérapeutique engendré par les équipes médicales. On sait que la neuropronostication, elle est très difficile, elle est très complexe, puis qu'elle est guidée par des faibles données scientifiques. On parle de tout ça aujourd'hui. C'est parti. Bienvenue à Francophone, une communauté francophone en soins critiques. Allô Matt, comment ça va aujourd'hui? Hey, salut Yann, ça va super bien toi? Oui, très bien. On parle d'un sujet super intéressant aujourd'hui parce que c'est pas quelque chose de facile, c'est quelque chose qu'au fil des années a toujours été un challenge là, pour les médecins à diagnostiquer, puis de savoir à quel moment il faut prendre la bonne décision pour donner du temps ou arrêter les soins à un patient qui a subi un arrêt cardio-respiratoire. C'est pas facile. Je tiens à dire qu'on ne parlera pas des patients qui sont en mort cérébrale, là, évidemment. C'est tous ceux qui sont dans la zone grise entre le coma très profond et l'éveil. Donc, naturellement, lorsqu'un patient fait un arrêt cardio-respiratoire, Matt, tu le sais, ben, les lésions cérébrales causées par l'hypoxie et l'ischémie, en fait, ben, c'est ce qui va causer la plupart du temps le coma. Puis, ce qui est intéressant, c'est que la Société canadienne de cardiovasculaire vient de faire une prise de position en 2023, justement, pour réupdater les recommandations par rapport à ça, puis pour aider les cliniciens à faire de la neuropronostication. C'est une équipe pan-canadienne multidisciplinaire qui a publié dans le Canadian Journal of Cardiology. Puis au fond, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris la plupart des recommandations que tout le monde connaît et les ont évaluées et réfléchies, puis en fait, ils ont donné leurs recommandations. Il y en a qui recommandent, il y en a qui suggèrent. On ne passera pas à travers les 14 recommandations, si tu es d'accord aujourd'hui, mais on va parler de certaines qui sont intéressantes, puis on va s'attaquer aussi un petit peu à la pharmaco de certaines de ces recommandations-là. Il faut comprendre, là, pour les besoins, c'est qu'ils utilisent ce qu'on appelle les FPR, donc les False Positive Rate, puis ils utilisent en bas de 5%. Donc, pour eux, un taux de faux positif en bas de 5% sur une récupération favorable chez un patient qui aurait été considéré comme avoir une faible chance de récupération, ben c'est ce qu'ils jugent adéquat pour émettre leurs recommandations. On s'entend qu'il y a bien des auteurs qui aimeraient ça avoir des taux de faux positifs en bas de 1%, mais il n'y a aucun des tests diagnostiques aujourd'hui qu'on va parler qui est à ce niveau-là de précision, malheureusement. Peut-être un jour, on va les avoir, mais pour l'instant, on ne les a pas. C'est bon? On commence ça, Matt? Parfait avec moi. Excellent. Alors, comme je l'ai dit, on ne va pas travailler les 14 recommandations. On va en parler de quelques-unes, puis on va focusser sur certains qui sont intéressants, puis à la fin, on va essayer de donner peut-être plus une prise de position globale avec une opinion globale pour essayer de donner une marche à suivre à tous ceux qui nous écoutent. Je suis tout à fait d'accord avec toi Yann. Puis pour les auditeurs, on va mettre les 14 recommandations, on va les mettre dans les notes de la balado. Je vous invite fortement à aller les lire, à aller voir le papier qu'on va mettre en référence aussi, juste pour que vous les ayez en tête également, là. Puis lire exactement, au fond, l'explication des recommandations, parce que les recommandations sont plutôt succinctes, mais il y a quand même beaucoup de choses intéressantes qui sont dites dans leur processus réflexif, finalement. Alors, la première recommandation qui est la plus importante, c'est que jamais faire de pronostic définitif dans le premier 24 heures. Je pense qu'on le sait, mais malheureusement, on l'entend beaucoup, puis on le voit beaucoup, souvent par nos collègues urgentologues. Puis on tape pas sur le clou ici, mais des fois, ils ont tellement eu un code long qu'ils vont avoir tendance à dire que bon, le patient, il va jamais revenir. Mais ça, c'est une des premières choses. Puis j'ajouterais même qu'on devrait aller aucune neuropronostication en bas de 72 heures. Mais effectivement, le 24 heures, c'est vraiment le minimum qu'il faut faire avant de commencer à porter une opinion. Les réflexes pupulaires, on les connaît. Après 72 heures, s'il n'y a pas de réflexe populaire, c'est une recommandation qui est assez forte. Puis, contrairement à des fois ce qu'on peut voir, ben, si la portion motrice du Glasgow est à 1 ou 2, donc pas de mouvement ou juste des mouvements d'extension, maintenant, on réalise qu'on ne peut pas conclure rien sur un mauvais pronostic par rapport à ça. Ça Yann, si tu me permets, c'est quelque chose qui, moi, en lisant le papier, c'est sûr que c'est pas mon pain et mon beurre, la neuropronostication, mais comme clinicien qui est au chevet aussi de ces patients-là, c'est quelque chose qui m'a quand même surpris, là, moi, dans ma tête, l'absence de moteur, de réponse moteur ou, mettons, une position en extension, moi, dans ma tête, c'était d'emblée un critère de mauvais pronostic, mais quand tu lis le papier,
on se rend compte que c'est pas aussi clair que ça. Oui, Matt, c'est vrai que c'est bien décrit dans le papier à ce niveau-là, surtout au niveau de la réponse motrice. Au niveau des réflexes cornéens, ben, c'est un petit peu le contraire des réflexes pupulaires. C'est qu'eux, ils disent que oui, ça peut être aidant. Après 72 heures, c'est une absence de réflexes cornéens, mais il faudrait vraiment être certain d'éliminer tous les facteurs confondants, surtout la sédation puis le curare. Bon, permets-moi de me porter en faux là-dessus. Je peux comprendre la sédation, puis tu me parleras un petit peu des demi-vies, souvent des benzos, mais le curare, 72 heures, je trouve que c'est un peu long avant de dire qu'il peut rester du curare après 72 heures. Toi, ton opinion de pharmacien avec les demi-vies puis les éliminations rénales et hépatiques, qu'est-ce que tu en penses? Ben, c'est sûr que moi aussi, je trouve que c'est peut-être long un petit peu. Ça dépend, naturellement, ça dépend aussi jusqu'à quand tu l'avais. Tu sais, on s'entend, on dit à 72 heures, donc au jour 3. Mais si tu as arrêté tes curares, si tu as arrêté ta sédation, ton analgésie au jour 2, au jour 2 et demi, là, entre guillemets, c'est sûr qu'au jour 3, il va t'en rester, là. Parce qu'en plus, il rajoute une dysfonction hépatique ou une dysfonction rénale selon ton médicament, mais ça peut jouer, puis ça peut prolonger la demi-vie de médicaments qui peuvent être longs. Là, on pense au benzo, on penserait souvent que le lorazépam, ça a quand même une courte demi-vie, ce qui est quand même vrai quand on compare avec d'autres médicaments. Mais la demi-vie du lorazépam, là, selon les références, ça va varier, puis selon ta fonction hépatique aussi, mais ça va être entre 10 à 20 heures. Là. Donc, c'est sûr que si tu donnes du lorazépam au jour 2, ben, au jour 3, il va en rester. Là. Ouais, en rester assez pour avoir un effet pour réduire certains réflexes ou certaines réactions neuro. Exactement, ça peut venir fausser ton évaluation de neuroprognostication. Fait que, c'est sûr que si on utilise beaucoup de médicaments ou si on utilise la sédation, l'analgésie, si c'est tant aussi longtemps que c'est nécessaire, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'il faut garder en tête que plus ça va être long, plus on va l'utiliser longtemps, plus le patient est à risque d'accumulation aussi dans un volume de distribution. Rajoute des dysfonctions d'organes qui pourraient être associées, rajoute de l'hypothermie qui pourrait se produire, qu'elle soit thérapeutique ou non. Hein. Des fois, on le sait, ces patients-là ont tendance à être plus en hypothermie par eux-mêmes. Ils se régulent peut-être moins bien. Fait que veux pas, ça va prolonger ta demi-vie, ça va prolonger le métabolisme du médicament. Fait qu'il faut vraiment, je pense que le message sous-jacent à retenir, c'est que si on utilise beaucoup de médicaments, ben, il faut se donner beaucoup de temps aussi pour les permettre l'élimination. Oui, exactement. En fait, c'est important de le voir de cette façon-là parce que c'est pas toujours nous qui allons donner tous les médicaments. Hein. Le patient a passé par l'urgence, peut avoir un collègue, on arrive au jour 3 à 4. Il faut vraiment faire une bonne réévaluation de tout ce qui était donné. Autre point important dans les recommandations, c'est le syndrome myoclonique. En fait, le status myoclonique, je devrais dire, qui pour eux, si le status myoclonique est à l'intérieur de 7 jours, pour eux, c'est un facteur de mauvais pronostic, surtout s'il est combiné avec un autre facteur de mauvais pronostic. Pour eux, un status myoclonique, c'est plus de 30 minutes de myoclonie. Ce qui est intéressant avec ça, pourquoi je l'aime, ce point-là, c'est que lorsque j'étais en résidence, là, il y a à peu près une vingtaine d'années, ben, les myoclonies, les jerks, là, comme on appelait, c'était pas vraiment quelque chose. On se faisait dire par nos patrons, oui, mais ça veut rien dire, sois patient, attends. Mais avec les années et avec l'expérience des patients qu'on voit, ben on voit que ceux qui ont beaucoup de myoclonie en général, c'est très rare qu'ils vont se réveiller. Fait que c'est bien parce que ça vient un peu le normaliser. Une des manières intéressantes de l'évaluer, c'est avec des EEG. Il y a des patterns qui sont malins, d'autres bénins. Il y a un syndrome qu'on appelle le syndrome de Lance-Adam. Là, c'est vraiment, on ne le voit pas souvent. Là, je pense qu'il y a eu comme 150 à 200 cas répertoriés dans la littérature, mais c'est vraiment un pattern bénin, puis il est associé à un facteur de bon pronostic. Donc, c'est important, si vous avez des syndromes myocloniques, d'y aller avec un EEG assez rapidement là-dessus. Donc, pour faire cette évaluation-là, c'est la recommandation 4 et 5 à ce niveau-là. Autre recommandation qui suit un peu avec les EEG puis les activités, si on veut, épileptiques, c'est plutôt le status épilepticus. Donc, c'est évident que si votre patient est en status et qui convulse, ben vous allez le voir, mais ceux qui sont non convulsifs sont plutôt difficiles à aller chercher, puis ils peuvent être des facteurs confondants d'état comateux. Donc, naturellement, les EEG vont être très importants là-dessus, et si on ne le soigne pas de la bonne manière, ben on retarde notre neuropronostication. Alors, toi, Matt, c'est quoi ton approche pour les status épilepticus en général? Tu y vas-tu avec des benzos, un autre GABA? Tu y vas-tu avec le Dilantin, le Keppra? C'est quoi tes choix? Ben, c'est sûr que si on parle de status épilepticus là, en général, c'est sûr que pour casser l'activité électrique présente, ça va te prendre du GABA, fait que ça va te prendre des benzos. Puis l'objectif de ces benzos-là, c'est vraiment casser la convulsion. Tu vas débuter en parallèle un peu les antiépileptiques qui,
eux, leur objectif est surtout plus prévenir les récurrences. Tant mieux si on réussit à les casser également. Mais c'est surtout pour les prévenir. Puis si malgré tout ça, on continue, c'est là qu'on tomberait, en théorie, là, si on suit notre algorithme, en status epilepticus qu'on appelle réfractaire, où ce que là, on aurait besoin du burst suppression. Donc, on va y aller avec du propofol, avec plus ou moins du midazolam. Donc, c'est une des seules fois là, que tu vas m'entendre dire propofol et Versed. Et midazolam peut être considéré là, pour faire du burst suppression. Ça, c'est en général. C'est sûr que là, si on le ramène dans notre patient qui est en post-arrêt cardiaque, on va essayer de minimiser les benzos le plus possible. On s'entend, il faut que tu le traites, le patient. Là. Puis tes antiépileptiques, tu sais, les recommandations, ils étaient quand même assez clairs sur l'utilisation du lévétiracétam, qui est le Keppra, et l'acide valproïque, plus ou moins la phénitoïne. Pourquoi la phénitoïne commence à Perdre des plumes. Elle perd des plumes, en effet, Yann. Pourquoi? Parce qu'elle a beaucoup de changements pharmacocinétiques qui peuvent se produire. Puis elle est peut-être un petit peu plus neurotoxique que le Keppra, par exemple. Parce que la phénitoïne, c'est très lié à l'albumine. Fait que si moindrement que tu as un peu d'hypoalbuminémie ou tu as un peu de variation de changement dans cette fraction-là, de cette liaison-là, tu peux te retrouver avec des taux toxiques au niveau neurologique, mais tes taux sériques sont dans les limites supérieures. Donc, même si on les suit, des fois, on se ramasse avec des taux qui pourraient venir fausser notre évaluation. Fait que c'est une des raisons pourquoi je pense qu'il faudrait, puis les auteurs le mentionnent très bien, essayer de favoriser peut-être plus le Keppra à ce moment-là, à des doses, ou même doses que standard de status epilepticus, là, avec des doses de charge de 60 mg kg, maximum 4500, puis après ça, on y va là, avec la dose d'entretien de 5 à 750 mg BID, dépendamment de ton patient, puis de tes reins, etc. Là. C'est important de le soigner parce que ça va être la seule manière de s'assurer que c'est pas un facteur confondant, donc d'être agressif dessus. Puis en plus, le Keppra, ce qui est bien, c'est qu'il y a très, très peu d'effets sédatifs, donc il ne va pas venir altérer l'état neurologique comme les benzos. Exactement. Ça nous amène, dans le contexte du status, l'utilisation de l'EEG. C'est faisant qu'eux, ils suggèrent de faire des EEG très rapidement ou des EEG en continu au chevet pour éliminer ces status-là. Mais pour un patient qui est comateux, ils vont suggérer qu'au-delà de 24 heures, de faire un EEG à peu près à tous les patients pour s'assurer qu'on élimine toutes ces pathologies-là probables, mais surtout pour évaluer aussi les patterns qui sont très, très malins, là, si on veut, comme l'isoélectricité ou les suppressions du background ou les burst suppression. Alors ça, c'est vraiment important de le faire et c'est quand même assez accessible. Là. Il n'y a pas beaucoup d'hôpitaux qui n'ont pas accès aux EEG. Des fois, ça peut arriver là, selon les endroits où est-ce que vous êtes, mais en général, c'est quelque chose qui est assez simple à faire. Dans le même ordre d'idée, un autre élément qui est très important, qui est très utile, c'est les potentiels évoqués. Mais là, les potentiels évoqués, c'est pas comme un EEG. C'est pas tout le monde qui en a, c'est pas tout le monde qui a une disponibilité. Puis il faut avoir des médecins ou des techniciens qui sont très, très, très habilités à le faire. Souvent, on va les faire quand le patient demeure comateux puis qu'il n'y a pas de réponse aux stimuli douloureux. Donc, à ce niveau-là, l'absence bilatérale qu'on appelle du N20 va être hautement spécifique d'un mauvais pronostic. Donc, ça, si vous êtes capable de le faire, c'est très, très bien. A contrario, les biomarqueurs sériques qui semblent avoir une bonne idée, comme si on chercherait la troponine du cerveau d'une certaine manière, les NSE, les S100B, c'est bien, mais c'est pas encore assez utile et fiable pour être utilisé de façon routinière. Les auteurs suggèrent qu'il y ait plus d'études qui vont être faites avec ça. Ça dépend toujours un peu de la quantité de lésions cérébrales, de la relâche de glutamate, de toutes les lésions qui peuvent être faites au niveau du cerveau pour pouvoir utiliser ça de façon adéquate. Donc, pour l'instant, ce n'est pas recommandé. Naturellement, tous nos patients, ou presque, qui codent, on leur fait un scan. Alors, eux, ils viennent apporter un élément intéressant, c'est sur le ratio matière grise sur matière blanche, qui, en général, en bas de 1,15 de ratio de HU, de Hounsfield Unit, va montrer qu'il n'y a pas de différenciation cortico-corticale et c'est un facteur de mauvais pronostic. Ils vont l'évaluer en général au niveau du cortex cérébral, des noyaux codés puis de la capsule interne. Ce qui est important de comprendre là-dessus, c'est que le ratio GW, le GWR, a un taux de faux positifs très bas, donc c'est excellent, mais il y a une sensibilité basse. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de patients qui n'auront pas ce ratio-là abaissé, mais qui vont quand même avoir un mauvais pronostic. Puis ça, on l'a tous déjà vu. Ce n'est pas tous nos patients qui ont de l'édème cérébral et une perte de différenciation qui vont dire « Ah, le scan est normal, le patient va se réveiller », loin de là. Dans le même ordre d'idée, les résonances magnétiques, lorsque nos scans ne sont pas concluants puis le patient demeure comateux, ils suggèrent de le faire à l'intérieur de 7 jours. Puis c'est surtout pour évaluer le volume de diffusion restreinte. Donc, lorsque le volume est diminué, ça montre qu'il y a une portion du cerveau qui est lourdement endommagée.
Donc, à ce niveau-là, ça peut être utile de venir élaborer et accentuer votre évaluation. Alors, ça fait le tour des recommandations, Mathieu. Puis, lorsqu'on regarde les 14 recommandations, mais la 14e, c'est justement la décision de retrait thérapeutique sur la base des éléments qu'on a évalués. Alors, eux, ce qu'ils suggèrent globalement, il y a comme un tableau récapitulatif de marche à suivre, puis c'est quand même bien. Naturellement, comme tous les guidelines, il faut prendre ça avec un grain de sel, mais lui, il est vraiment bien fait dans le sens que ça peut vraiment nous orienter lorsqu'on est un petit peu dans une zone grise. Alors, ce qu'il suggère, c'est du 0 à 48 heures, c'est pas compliqué. C'est le traitement du support, la stabilisation, puis tous les facteurs de neuroprotection que vous pouvez faire si vous croyez à l'hypothermie thérapeutique ou non, maintenir les pressions, s'assurer que votre patient va être le plus stable possible pour limiter les dégâts. Ensuite, un coup que le premier 48 heures est parti, là, du 48 heures aux 5 jours, c'est d'y aller avec toutes les modalités qu'on vient de discuter, puis ceux que vous pourrez lire dans l'article, et de les évaluer en fonction de comment votre patient réagit. Puis après ces 5 jours-là, c'est là qu'on va commencer à faire notre évaluation et de déterminer notre pronostication. Eux, ce qu'ils suggèrent, c'est que si vous n'avez aucune trouvaille, donc zéro trouvaille qui semble négative, ben vous continuez le traitement, vous poursuivez les traitements de support, puis vous laissez le temps. Vous laissez du temps et du temps et du temps. Si vous avez une trouvaille, ben ça veut dire que vous avez quand même des facteurs de neuropronostication qui sont mauvais, mais qu'on peut se donner au-delà de 7 jours à ce moment-là pour ça, encore une fois, se donner du temps. Mais par contre, si vous avez 2 trouvailles et plus, là, en général, c'est associé fortement avec un mauvais pronostic. Je me rappelle d'un cas qu'on a eu, puis je t'en avais parlé, Mathieu, c'est un patient qui s'était pendu. On n'avait pas la durée de temps qui était resté accroché, mais on savait qu'il avait pris une vingtaine de minutes à être réanimé par les ambulanciers. Puis lorsqu'il nous est arrivé, il était vraiment dans un mauvais état avec beaucoup d'édème cérébral. Puis comme il était très jeune, puis qu'on n'avait pas de famille, on s'est décidé, pas de famille à rejoindre, on s'est décidé de lui donner du temps. Puis c'est seulement au 5e jour que j'ai commencé à avoir quelques petites réactions. Puis quand je dis réactions, c'est très petites réactions. Et à peu près au 10 ou 12e jour, là, on a eu de l'éveil. Pas encore de la coopération. Puis c'est au 14e jour que j'ai commencé à voir que là, le patient réagissait à moi. Puis on l'a extubé. Puis c'est au 21e, 22 jours où est-ce que le patient avait des conversations avec nous tout à fait normales comme moi et toi on a. Légèrement ralenti, là, bien évidemment, puis très myopathe parce que 21 jours aux soins intensifs. Mais dans les faits, ce cas-là m'avait fait allumer sur le fait que, oh my God, peut-être que des fois on va vite. Puis lorsque j'ai assisté à certains webinaires ou à certaines conférences là-dessus, puis que c'est les médecins spécialistes en neuropronostication, ils posent la question, tu sais-tu, Mathieu, en général, la plupart du temps, quand ils posent la question, c'est quoi le temps général que la plupart des médecins vont se donner? Je te dirais un 48-72 heures. Oui, c'est à peu près 72 heures qu'on entend puis que la plupart font. Mais que c'est tous ces éléments-là, toutes ces recommandations-là, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit, ça fait juste nous dire que peut-être qu'on est un peu trop rapide à 72 heures. Puis moi, en tout cas, ces recommandations-là, puis avec le cas que j'ai eu l'an passé, bien avant ces recommandations-là, ça vient changer ma donne un petit peu. Il faut comprendre que les facteurs de mauvais pronostic les plus importants, c'est les pupilles à 72 heures, les status myocloniques, comme j'ai dit, des EEG avec des patterns graves isoélectriques ou des suppressions de background ou des burst suppression, un scan avec un ratio en bas de 1.15, puis des potentiels évoqués avec des N20 absents. Alors, ces 5 critères-là, lorsqu'on les a, lorsqu'on en a 2 et plus, c'est sûr qu'on peut, avec peut-être plus de confiance, voir la famille puis dire que notre pronostic est vraiment mauvais. Mais je pense qu'on doit jamais, jamais, jamais pronostiquer en bas de 72 heures, même si on a le goût de le faire. Puis, au point important aussi qui est, je crois, utile à rappeler, c'est que si vous décidez de faire de l'hypothermie thérapeutique, de la vraie, là, de la modérée, 32 à 34, ou votre patient est en hypothermie parce qu'il a codé à l'extérieur ou il est resté longtemps, vous devez attendre de réatteindre votre 36 degrés avant de débuter le compteur des délais qu'on vient de discuter là. Donc, au bout de la ligne, je crois que c'est un article et des recommandations en fait que tout le monde doit lire, puis de discuter beaucoup avec vos neurologues. Moi, j'ai discuté avec le mien à la suite de cet article-là, puis malheureusement, chez nous, on n'a pas les potentiels évoqués. J'aimerais ça les avoir, mais c'est des décisions des fois organisationnelles. Mais à la fin de la journée, lorsque vous évaluez votre patient, puis vous voulez parler avec la famille, de vous entourer d'une équipe multi va toujours être la bonne chose à faire. Tout à fait. Je pense que c'est un des messages, c'est s'entourer, travailler en équipe. Puis, dans l'équipe, j'inclus le patient.
au centre. Tu sais, c'est quoi ses valeurs, c'est qu'est-ce qu'il voulait, c'était quoi son état aussi, son état de base, pré-arrêt cardio respiratoire, parce que ça aussi, ça rentre en ligne de compte aussi. On a bien beau vouloir faire toute la neuroprognostication qu'on veut. Si le patient, lui, ça rentre pas dans ses valeurs ou c'est pas dans ses désirs, mais faut en tenir compte aussi, là. Oui, absolument. De toute façon, tout ce que je viens de discuter là, c'est des tests diagnostiques, mais il y a toujours l'humain derrière ça. Tu as tout à fait raison de nous le rappeler bien sagement, Mathieu. Alors, je vous souhaite bonne lecture. Je pense que ces discussions-là, pour les 20-30 prochaines années, vont rester parce qu'il va toujours avoir des tests diagnostiques de plus en plus poussés. Peut-être que les biomarqueurs, un jour, vont venir nous aider encore plus à évaluer les facteurs de pronostic. En attendant, je vous souhaite bonne lecture. Rejoignez-nous sur toutes nos plateformes habituelles, Spotify, Apple, Google. Lâchez pas, passez une bonne journée. Au revoir. Au revoir, Matt. Salut Yann, salut tout le monde. Faites attention à vous autres. Bye. L'information contenue dans cette balado-diffusion est de nature informative seulement et ne remplace aucunement le jugement ou l'avis d'un professionnel.